L'heure est venue à présent de vous présenter notre second conférencier du jour. Il s'appelle Jérémy Lamry. Jérémy est auteur, conférencier, chercheur reconnu aussi sur les soft skills et le futur du travail. Ça tombe bien. Il est enseignant à HEC Paris et Sciences Po. Il a cofondé plusieurs structures d'innovation telles que Banquita, le Lab RH et le Hub France IA. Il est directeur de l'innovation chez Job Teaser. Il explore au quotidien ces transformations du travail à l'ère de l'intelligence artificielle dont nous avons déjà parlé. Vous allez vous en rendre compte, la vision qu'il défend, elle est prospective. C'est une vision dans laquelle les organisations doivent devenir apprenantes, notamment pour rester compétitives, voire contributives face aux défis sociaux, sociétaux et technologiques. 30 minutes pour lui aussi, pour déployer sa pensée. Ensuite, j'inviterai Jérémy à venir s'asseoir à mes côtés et à ceux de Benoît Serre pour un temps de regard croisé qui promet d'être intéressant. Mais tout d'abord, la conférence de Jérémy que je vous demande de bien vouloir accueillir, s'il vous plaît. Bonjour Jérémy. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président pour votre discours. Je suis arrivé en cours, mais ce que j'ai entendu, ça m'a beaucoup plu, notamment le passage sur Saint-Exupéry. Benoît, toujours un plaisir de te retrouver. On se sent toujours plus intelligent après avoir écouté Benoît. Pas forcément parce qu'il connaît plein de stats, et il en connaît plein, vous l'avez vu, mais parce qu'il y a énormément de bon sens. Ça permet d'éviter de complexifier les sujets et revenir à la racine. Et c'est ce que je considère qui nous manque aujourd'hui dans toutes ces analyses sur le travail et l'emploi. On va aller chercher des choses extrêmement, comme on dit, emberlificotées, et oublier un petit peu la base fondamentale qui est aussi le comportement humain. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut se demander est-ce que demain il y aura de l'emploi ou pas avec l'IA, ces choses comme ça. Si on tire des droites, on fait de la science-fiction. Quand on en revient au comportement humain, on comprend que ce n'est pas vraiment ça les sujets. Puis même, j'ai envie de dire avec l'IA, quand on en revient à l'économie de base, il faut consommer pour pouvoir faire fonctionner le reste de la société. Je vais y revenir. Benoît a terminé en disant clairement que le monde du travail qu'on connaît et qu'on va connaître n'a plus rien à voir avec celui pour lequel on a créé l'emploi tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le chômage a été créé dans les années 50 sur un fondement assez simple. Une personne qui n'est pas en emploi est une personne inutile. Et une personne qui n'est pas en emploi, c'est un problème à régler qui peut se régler facilement. Et donc, on a structuré depuis 70 ans la société sur ce concept-là. C'est de nos jours, je pense en fait que le monde a fortement changé et que considérer qu'une personne en emploi n'est pas une personne inutile, c'est juste un gâchis de ressources déjà. Personne inutilisée, oui. Personne inutile, c'est une autre vision. Surtout, c'est considérer que le sujet du travail et de l'emploi vont rester symétriques, ce en quoi je ne crois pas du tout. Le monde dans lequel on vit, et si on regarde le World Economic Forum parle d'une trentaine de crises qu'on va devoir empiler, superposer les unes sur les autres. Crise sociale, crise financière, crise écologique, vous pouvez nommer un peu tous les sujets que vous voulez dessus. Donc, déjà d'une, les entreprises ne vont pas se mettre à faire 30 plans de transfo sur tous les sujets, elles ont déjà du mal à en faire un. Je bosse avec beaucoup de grandes entreprises en ce moment qui déploient des plans de transfo de 18 mois tous les 6 mois. Ça coince assez vite. Et que ce soit au niveau des managers, au niveau des collaborateurs, on perd le sens parce qu'on perd la clarté. Et donc, dans la qualité du travail dont parlait Benoît, on perd cette clarté de, finalement, qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, où je me trouve dans la chaîne de valeur quand je ne comprends même plus la chaîne de valeur. Ça, c'est tout ça qui est en train d'arriver. Vous regardez, il y a toutes ces crises, en fait, elles sont originées par 3 grandes tendances très très fortes. La première, ça va être tous les sujets géopolitiques, qui vont être causés par tous les conflits qu'on voit, conflits de ressources notamment, conflits de territoires, qui vont être liés au dérèglement climatique, mais qui sont liés aussi à une évolution de l'état du monde, sur la fin de l'ordre westphalien, dans lequel en fait, il y avait des règles, et on voit en fait qu'aujourd'hui on a un retour à la brutalité et à la loi du plus fort. C'est arrivé régulièrement dans l'histoire. On est dans cette période où on sort de ce qu'on a connu depuis 30 ans. Depuis la fin de la guerre froide, on a pensé que le monde, et quand je dis le monde, c'est-à-dire du point de vue de l'Occident, pouvait connaître la paix, la stabilité, et donc, où quand on était un dirigeant d'entreprise, en fait, le but du jeu, c'était d'optimiser. Optimiser les coûts, optimiser les process, comme on dit, streamliner. Et en fait, tout n'était que contingence,
et quasiment commodité. Et on a réussi à le faire sur plein de choses. Vous regardez, la taille des containers est la même strictement partout dans le monde. On a le réseau SWIFT, les systèmes éducatifs même s'harmonisent un peu partout dans le monde avec le système LMD. Et donc petit à petit, on a cette standardisation qui fait que quand on crée une entreprise, le but du jeu ultime, c'est d'être mondialisé, d'être partout et d'avoir les process les plus optimisés. Ça, c'est fini. C'est fini. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le but, c'est plus d'optimiser, c'est-à-dire trouver le meilleur fournisseur au meilleur prix, machin. Le but, c'est de garder des marges de manœuvre pour quand les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ça qui change fondamentalement, parce qu'il faut garder des marges de manœuvre, parce que sinon, tout casse. Donc l'objectif, c'est plus d'être optimisé. Là, je ne vous fais pas le passage sur la robustesse, sur toutes les logiques qui sont en train d'arriver en ce moment sur ces sujets-là. Simplement, continuer à exister, faire en sorte que les opérations ne s'arrêtent pas. La géopolitique joue un rôle majeur là-dedans. D'autant plus, Benoît a parlé de la démographie, qui est le deuxième gros levier, démographie que je couple aussi avec le sujet des nouvelles attentes, parce qu'en fait, pendant très longtemps, au problème de démographie pouvait venir s'ajouter une solution qui était l'immigration. Ça aussi, ce sont des choses qui vont évoluer. Et donc, en fait, nos réservoirs de talents de demain ne sont plus forcément un réservoir mondial. Il va y avoir d'énormes enjeux sur où est-ce qu'on peut sourcer ces talents sans risque, avec qui on a le droit de le faire. Et depuis 30 ans, on a mondialisé les transferts de biens, de services, de personnes. Tout ça va se reconfigurer, se recomposer. Le jeu des alliances va devenir extrêmement important et les entreprises vont en payer le coup en premier, que ce soit sur les biens, les services, les personnes. La géopolitique joue un rôle énorme, la démographie joue un rôle énorme, et dans cette démographie, les nouvelles attentes. Moi, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé la présentation de Benoît qui était claire et qui ne sortait pas des limites d'aller dans la science-fiction. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, la démographie diminue, donc il va y avoir moins de jeunes sur le marché du travail, mais ce n'est pas grave parce qu'avec l'IA, il y aura moins de jobs, donc ça va s'équilibrer. » Ça, c'est les analyses que j'appelle les analyses de Jean-Michel Intelligence. Des analyses comme ça, on s'en passe très volontiers, parce que je pense qu'il manque quelques facteurs pour pouvoir tirer ce type de conclusion. Surtout, pour moi, il n'y a pas qu'un enjeu de démographie, il y a un enjeu aussi d'attente. Moi, je viens du fin fond de la campagne, je suis originaire de Lyon, donc un département qui est plutôt pauvre, le département de l'Hexagone avec le plus faible taux de cadres, donc avec l'un des taux de réussite au bac les moins élevés. Et donc, j'ai vu un petit peu dans ce territoire les dégâts, notamment des 30 dernières années. J'ai vu les usines fermer après les autres, j'ai vu tout ça. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a 30 ans, donc de là où je viens, beaucoup de gens vivent au SMIC. Il y a 30 ans, on vivait du SMIC, on pouvait même devenir propriétaire au SMIC. Aujourd'hui, impossible. Non seulement on ne peut plus devenir propriétaire, mais on peut très, très, très difficilement finir le mois. Donc pour moi, c'est aussi un sujet de glissement. D'une part, c'est quoi le projet d'une société dans laquelle la plupart des gens qui jouent le jeu ne peuvent plus en vivre ? Et deuxièmement, quelque chose qu'on observe depuis 5-6 ans qu'on n'observait pas avant et qui ne peut plus s'expliquer simplement par la durée des droits chômage, qui est qu'il y a 20 ans, une personne qui gagnait le SMIC ne pouvait pas se permettre de démissionner en cours de mois parce qu'elle avait le loyer à payer, elle n'avait pas de ressources devant elle. Aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. C'est si je veux me barrer, je barre et je verrai comment je paye mes charges. Ça a changé. Et donc, on ne tient plus les gens par la contrainte économique. On ne tient plus les gens par rien du tout, d'ailleurs. Et donc, le sujet de talent, de la guerre des talents, c'est un sujet qui va se jouer sur bien d'autres règles que les règles symétriques qu'on a connues. Oui, le salaire est toujours le premier facteur d'attractivité, mais en fait, les conditions qu'on a à mettre en face pour « si ça ne me plaît pas, je m'en vais » sont beaucoup moins nombreuses qu'avant. Parce qu'on est aussi entré dans un monde où les gens s'intéressent beaucoup plus à leur opinion qu'à l'état du monde lui-même. Vous savez, c'est la différence entre VUCA et BANI. VUCA, c'est le monde volatile, incertain, complexe, ambigu. BANI, c'est le monde fragile, anxiogène, non linéaire, incompréhensible. Et la différence, c'est que dans un cas, on décrit l'état du monde, dans l'autre cas, on décrit comment les gens se sentent. Et depuis les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe progressivement. Ce qui intéresse les gens, c'est plus l'opinion que la vérité. Ce qui rend les sujets de plus en plus durs. Et à ça s'ajoute l'intelligence artificielle, qui vient renforcer tout ça, puisqu'avec l'intelligence artificielle, vous le voyez, elle est toujours d'accord avec nous. On a toujours la meilleure des idées. On a toujours des idées lumineuses, brillantes, dans des environnements silencieux, enfin, tous ces adjectifs très, très sycophantes américains. Et ce que je trouve intéressant sur le sujet de l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, je pense en plus qu'on ne pose pas forcément les bonnes questions. Est-ce que l'intelligence artificielle va détruire des tâches ? C'est évident. C'est évident. Vous investissez des milliards
dans des machines dont l'objectif, parce qu'il faut revenir à ce qu'est l'intelligence artificielle, l'objectif est de simuler la manière d'apprendre, de réfléchir et d'interagir d'un être humain. C'est ce qu'est l'intelligence artificielle. Simuler la manière d'apprendre, de réfléchir et d'interagir d'un être humain. À force de mettre des pièces dans la machine, on finit par s'en rapprocher. Et on n'a pas besoin de le faire de la même manière qu'un être humain. Par exemple, beaucoup de gens me disent « Non, mais de toute façon, il y a plein de jobs qui risquent rien. Par exemple, les métiers du soin, du care, tout ça, parce que la machine n'a pas d'émotion. » Alors déjà, quand on connaît un peu le code du travail, il est illégal de recruter les gens pour leurs émotions. On les recrute pour les comportements qu'ils produisent. Ces comportements peuvent être des comportements empathiques pour lesquels les gens utilisent des émotions. Mais il est tout à fait possible de produire ces exacts mêmes comportements sans émotion. Ça s'appelle de la sociopathie ou ça s'appelle de l'intelligence artificielle. Et c'est ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est pour ça que des gens tombent amoureux de leur IA, parce que l'IA simule les réponses attendues et les comportements attendus sans jamais avoir besoin d'émotion, juste parce que l'IA a été entraînée pour comprendre quel type de réponse est attendu face à tel type d'input. Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être humain pour simuler la valeur de ce que crée un humain. Ça ne veut pas dire que je défends ce modèle-là, j'essaie juste déjà de faire un constat lucide. Qu'est-ce qui va nous rester alors à la fin ? Eh bien, en fait, on est en train de voir émerger, à défaut de faire des choix, on est en train de voir émerger progressivement un monde du travail qui se structure autour de ce qu'on appelle la haute intensité cognitive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, on payera toujours des gens pour faire des choses, c'est évident. Et on sera prêt à en payer beaucoup. Mais on sera prêt à bien les payer quand ils seront capables, en fait, d'orchestrer, d'analyser, de percuter très vite, de relier les choses. Donc capables, en fait, vraiment de ce qu'on appelle de haute intensité cognitive. Ils seront capables d'apprendre, de réfléchir, interagir à haute vitesse. Le problème de notre société, c'est qu'elle ne nous a pas préparés à ça. Donc, petit exemple tout simple, je vous demande de jouer le jeu, ça va nous réveiller. 1515, Marignan. Ouais, c'est génial, hein, c'est génial. Ça, c'est le modèle éducatif tel qu'on le connaît. 1515 Marignan, c'est-à-dire on a fait de vous des super clés USB, on a stocké 1515 dans votre tête. De nos jours, la haute intensité cognitive, ce serait qu'en temps réel, vous puissiez répondre à cette question. Qu'est-ce que nous apprend Marignan sur la manière dont on pourrait mieux appréhender le sujet de la guerre en Ukraine ? Ça, c'est réfléchir. Vous voyez, il y a la différence entre avoir une connaissance, avoir stocké une connaissance, et savoir l'utiliser dans un contexte. Ce qui prime de nos jours, c'est savoir utiliser des connaissances dans des contextes. Bien sûr qu'il faut continuer à avoir des concepts en tête, il faut avoir des connaissances, mais il faut être capable de les contextualiser. Et ça, on nous a difficilement appris à le faire, parce que ça veut dire suspendre le jugement, ça veut dire challenger, ça veut dire relier, ça veut dire des choses qui demandent une certaine complexité. On estime aujourd'hui que cette haute intensité cognitive est disponible chez environ 2% de la population et accessible à 20% de la population. Dans l'absolu, c'est-à-dire avec un bon modèle éducatif, un bon modèle productif, on parlerait de plus de 99% de la population. Hein. Mais là, on parle avec le système éducatif et le système productif qu'on a. Le système éducatif, un système dans lequel connaître a souvent plus de valeur que bien réfléchir. C'est en train d'évoluer, et je suis le dernier à taper sur l'éducation nationale parce qu'il faut reconnaître les changements et l'inertie, la difficulté à opérer ce changement, mais il y a des changements. Simplement changer un système comme l'éducation nationale, c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout dans le contexte français. Deuxièmement, le système productif, autrement dit le monde du travail. Et dans le monde du travail, Benoît en a parlé sur les logiques de hiérarchie, de manager, de notre command and control culture. En fait, on finit tous par devenir le produit de notre environnement, quoi qu'on veuille. Et ça signifie en fait que dans un environnement où on vous demande d'exécuter, vous finissez par devenir exécutant. Et ça veut dire que dans un environnement où on vous demande de suivre les règles, vous finissez par oublier que vous pouvez en créer. Et vous finissez par oublier un élément essentiel qu'on appelle l'agentivité. Agency en anglais. L'agentivité, c'est la capacité à agir par soi-même pour soi-même. L'archétype de l'agentivité, c'est un peu MacGyver. Vous imaginez MacGyver qui est dans toute situation capable de se débrouiller, de se sortir de n'importe quel sujet en analysant bien la situation et en faisant avec ce qu'il a à disposition. Et en allant chercher les ressources dont il a besoin. Ça, c'est un petit peu le Graal de ce qu'aimeraient embaucher aujourd'hui les entreprises. Elles vont chercher des MacGyver, mais à la fin, elles en font des gens qui sont des exécutants, parce que dès qu'on dépasse un peu trop, on finit par les sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cadre et qu'on ne peut pas accepter que les personnes sortent trop du cadre, sinon on a l'impression de perdre le contrôle. Ça n'a rien de négatif. Moi, je suis dirigeant d'entreprise depuis 15 ans, je l'ai vécu, je l'ai vu,
Et je me suis vu parfois, en fait, recadrer des gens qui n'avaient rien fait de mal, juste qui étaient en train d'opérer des logiques sur lesquelles je n'avais plus de contrôle. Et donc pour moi, c'était quelque chose qui sortait complètement de ma capacité à administrer l'organisation. Et le mot administrer est important. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre en fait la différence entre le sujet d'une croissance organique et le sujet d'un contrôle. Donc autrement dit, la subsidiarité de la tête. La subsidiarité, c'est la capacité à agir au plus proche du terrain, ce qu'on ne fait pas dans nos organisations où la tête pense et le reste exécute, de manière globale. Et ce qu'on laisse penser aux différents niveaux, en fait, est forcément centralisé par la tête. Dans la plupart de nos organisations aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce modèle-là, il va par défaut finir par créer des gens qui vont atrophier leur agentivité. C'est le modèle par défaut dans lequel on est aujourd'hui. Moi, je trouve ça intéressant de me dire, du coup, si ce qu'on a besoin demain, ce sont des gens qui sont capables de haute intensité cognitive, parce que le monde change, ceux qui ne sont pas capables de ça, donc potentiellement jusqu'à 80% de la population demain, je ne dis pas qu'ils n'auront pas de job. Je dis que leur job se rapprochera plus des conditions d'un livreur Uber Eats que des conditions d'un cadre sup. Donc c'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que notre économie est faite et évoluera de sorte à ce que les gens puissent continuer à consommer. Autrement dit, pour que les gens continuent à percevoir quelque chose. Le vrai sujet, c'est est-ce que ça se fera dans des conditions dignes et est-ce que ça se fera dans des conditions qui permettent aux gens de sortir de l'ornière dans laquelle ils sont. Donc de retrouver l'ascenseur social notamment, de retrouver l'ascenseur professionnel. Ça, ce sont les sujets qu'on va voir émerger et les choix qu'on va faire en tant que société vont fortement déterminer ça. Je suis complètement d'accord avec Benoît, ça ne se joue pas au niveau d'un chef d'entreprise aujourd'hui. Donc le monde, il y a tout un tas de choses qui sont à notre main. En tant que chef d'entreprise, on reste dans une économie de marché dans laquelle, en fait, quand on veut trop sortir des règles, on se fait éjecter. Donc il y aura un moment où il faudra se poser la question de est-ce qu'en fait la mesure du PIB comme mesure de la valeur est vraiment ce qu'il faut pour permettre des conditions de santé, de sécurité et de bien-être au travail. Donc ma vision, c'est que non. Et c'est là que je fais le pont avec la formation. Donc je suis chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années et à côté de ça, je suis chercheur. Je suis ce qu'on appelle un marginal séquent. J'aime bien croiser les domaines. De formation, je suis ingénieur en quantique et je suis docteur en psychologie. Et donc, en fait, dans ma recherche, mon thème de recherche croise 3 sujets. La performance d'une organisation, le sujet des compétences, qui fait le pivot avec la manière dont les gens apprennent et exécutent. Ça, c'est ce que je fais au quotidien dans mes recherches. Et donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur le sujet des soft skills, parce qu'on a besoin des soft skills. Un premier truc qui m'a choqué quand j'ai fait ma thèse dessus, c'est de le dire en anglais. Tiens, je fais une thèse sur les soft skills. Est-ce qu'en France, on n'est pas capable de s'approprier le sujet ? On est tellement capable de s'approprier le sujet que vous voyez régulièrement des compétences molles ou compétences douces pour le traduire. Donc, le meilleur terme que j'ai trouvé pour en parler, c'est ce qu'on appelle les compétences pivots. Pourquoi ? Parce que l'une des meilleures qualités qui existent de nos jours, c'est la capacité à pivoter. C'est-à-dire, les conditions changent, on s'adapte. Et ce qu'on appelle les soft skills sont supposés être l'ensemble des compétences qui nous permettent d'apprendre, de réfléchir et d'interagir de manière adaptée dans une situation donnée. Définition extrêmement proche de l'IA, si vous me suivez. Donc, ce sujet de la manière dont on développe tout ça, il repose fondamentalement sur comment un être humain fonctionne. Et donc, je me suis intéressé à ça. Venant de la physique, moi, j'ai été bercé par la classification périodique des éléments, que vous connaissez tous, qu'on a appris au collège, la classification de Mendeleïev. Peu importe la molécule que vous puissiez trouver sur Terre, elle est composée d'atomes qui se trouvent dans cette classification. Là, je vous fais un petit parallèle sur les travaux de recherche que je fais. Depuis 10 ans, on s'intéresse à cette idée-là de dire qu'en France, on a construit une industrie de la compétence qui est plutôt une industrie de la vente de formation, qui est quelque chose, en fait, très à la fois littéraire et administrative. On a créé les tuyauteries nécessaires, et après, on met les contenus dedans qui correspondent à ce que l'administration souhaite voir pour être financée. Ça a créé une industrie extrêmement massive, mais dans laquelle on n'a jamais challengé les présupposés. Un exemple, de manière générale, dans le marché et dans toutes les entreprises aujourd'hui, on va parler de hard skills, soft skills, compétences techniques, compétences comportementales, peu importe les mots qu'on utilise, mais on fait cette distinction. Il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que les compétences sont séparées en 2 catégories. Aucun. C'est comme si je vous disais il y a 2 types de molécules sur Terre. Non.
Une molécule, c'est un ensemble d'atomes, et en fait, chaque molécule est unique et dans sa configuration et dans sa composition. Et bien, c'est pareil avec les compétences. C'est ce travail-là qu'on a fait, se dire finalement, c'est quoi les atomes qui composent toute compétence? Et est-ce qu'on pourrait faire cette classification pour identifier toutes les manières dont une compétence s'organise? On en a identifié 60, une soixantaine, ce qu'on appelle des facettes, qui se regroupent dans 5 grandes dimensions. Pour comprendre ces 5 grandes dimensions, on n'a utilisé pratiquement aucune publication scientifique du XXe siècle. Parce que quasiment toutes les publications scientifiques en psychologie et sociologie du XXe siècle ont été biaisées par la Première Guerre mondiale notamment. Anecdote hyper intéressante, au début du siècle, un monsieur qui s'appelle Alfred Binet a créé un test dont l'objectif est de mesurer le retard de développement chez les enfants, le test de QI, quotient intellectuel. La Première Guerre mondiale arrive, les Américains doivent envoyer plus de 2 millions de soldats au front qui ne sont pas soldats, qui ne font même pas partie de l'armée. Comment est-ce que parmi les civils, on filtre toutes ces personnes-là? On n'a pas de test, on n'a rien. On prend ce truc d'Alfred Binet, qui est au départ créé pour détecter les retards mentaux chez les enfants, et on l'adapte sur 2 cibles, alpha et bêta, ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire. On leur fait passer ces tests-là, et le but, c'est de savoir qui on va envoyer en chair à canon, qui on va mettre dans les cuisines, qui on va faire monter. Ça crée très très vite le plus gros biais en psychologie de l'histoire du XXe siècle, un réservoir de plus de 6 millions de répondants, donc en tout plus de 100 millions de points de données, qui font qu'à partir de ce moment-là, tous les gens qui se sont lancés dans une thèse ou des recherches, ils sont allés là où il y avait la donnée. Le QI est devenu la pensée dominante du XXe siècle, et il a fallu attendre les années 90 pour voir émerger le QE avec Daniel Goleman. Et donc, en fait, on a eu une vision extrêmement cognitive de ce qu'est la compétence et la performance au XXe siècle, par le QI notamment. Et il a fallu très très longtemps pour en sortir. Et on en est sorti de la mauvaise manière en se disant il y a le QI et le QE. On a fait ces fameuses catégories. Dans un siècle qui avait l'habitude d'opposer. Le XXe siècle, c'est le siècle de la binarité. Les soft skills, les hard skills, les communistes, les capitalistes, le public, le privé. On a fait ça en permanence parce que ça rendait le monde facile à lire. Quand j'ai commencé mes études il y a 25 ans en physique, on m'a expliqué qu'il n'existait que 4 états de la matière et que c'était comme ça. Et que ça, c'était de la science. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, on sait qu'il existe au moins 12 états de la matière, dont 3 qu'on ne pourra jamais percevoir puisqu'ils existent dans d'autres dimensions. Imaginez le délire. Mais surtout la différence de perception dans notre approche de ce qu'est la vérité et de ce qu'est le monde. Même sujet pour les compétences. Ces fameuses 60 atomes de la compétence permettent de structurer n'importe quelle compétence et 5 grandes dimensions. Pour comprendre ces 5 grandes dimensions, on est allé chercher dans les travaux du XVIIIe et du XIXe siècle. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait une pensée beaucoup plus ouverte sur la manière dont l'humain impacte le réel. Parce que finalement, c'est quoi une compétence? C'est l'ensemble des ressources dont on dispose pour impacter le réel. Ça ne se passe pas dans la tête, une compétence, ça se produit via des comportements observables. Et pour moi, c'est la clé de tout ce qu'on se dit là, former. Former, ce n'est pas donner aux gens des compétences. Apprendre, c'est modifier sa manière de percevoir et d'agir sur le monde. Apprendre, ce n'est pas savoir que 1515, c'est 1515. Apprendre, c'est vraiment 1515, so what? Et ça, c'est important aussi quand on dit former, et si on veut travailler sur ces sujets-là demain, c'est bien comprendre en fait que former des gens, c'est avant tout modifier leur manière de percevoir et d'agir sur le réel. Et sans ça, en fait, on ne fera pas évoluer les sujets. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre du coup qu'est-ce qui fait qu'on est capable de changer la manière des gens d'agir sur le réel et de percevoir le monde. 5 grandes dimensions. Premièrement, les connaissances. Oui, ça en fait partie. Il y a plein de gens qui disent au XXIe siècle qu'il n'y a plus besoin de connaissances. Je ne suis pas d'accord. Les 4 grands construits qui nous permettent la performance, créativité, esprit critique, communication, collaboration, qu'on appelle les 4 C, ces 4 grands construits nécessitent des compétences pour être augmentés, pour être amplifiés. La créativité humaine, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est que la capacité à connecter des concepts qui sont plus éloignés que la norme. C'est ce qu'est la créativité. Sans aucun concept, on ne crée rien. Donc ça, c'est déjà très très important. Pareil sur l'esprit critique, etc. Tout ça, à chaque fois, ce sont des points de repère qui nous permettent en fait de nous projeter et d'agir. Donc les connaissances. Mais dans les connaissances, en fait, il y a plein de familles différentes. Vous avez des faits. Le fait historique, par exemple, 1515, bataille de Marignan. Vous avez le concept, une bataille. C'est quoi une bataille? Donc les faits et les concepts ne s'apprennent pas de la même manière. On n'enseigne pas un fait comme on enseigne un concept. Ensuite, vous avez les stratégies, les modèles, les heuristiques, les algorithmes, etc. Vous avez tout un tas de types de connaissances différentes. Aujourd'hui, dans l'éducation, on ne fait
précisément pas la différence. Une connaissance est une connaissance. Pour chacun de ces types de connaissances, il y a des méthodes pédagogiques appropriées. On a identifié plus de 220 techniques pédagogiques dans le monde pour pouvoir apprendre tout et n'importe quoi. On a fait une étude sur plusieurs entreprises, sur une vingtaine d'entreprises, pour comprendre qu'en moyenne, les entreprises utilisent environ 5 à 6 techniques pédagogiques, sur plus de 220 qui existent, et toujours les mêmes. Parce que c'est ce qui a gagné dans la pensée dominante, c'est ce qui coûte le moins cher, va le plus vite, fait le job à peu près, et surtout, c'est ce qui permet d'éviter qu'on ait besoin d'un niveau de formateur ou d'ingénierie qui soit trop poussé. Donc, c'est le good enough. Le good enough ne va plus suffire. Première dimension, les connaissances. Deuxième dimension, la cognition. La cognition, c'est notre capacité à apprendre et réfléchir. Donc, si vous voulez, c'est un peu le processeur du cerveau. Là où les connaissances, ça va être stocké dans le disque dur, en quelque sorte, la cognition, c'est le processeur. Donc, la cognition, c'est comment on améliore ce processeur, comment on est conscient de ce processeur et comment on fait tourner ce processeur. Ensuite, 3 autres dimensions qui sont quasi systématiquement oubliées dans ce qu'on appelle la formation. Et c'est ça qui devient intéressant. 3e dimension, la conation. Conation, terme extrêmement barbare que vous avez peut-être même jamais entendu de votre vie. La conation, c'est l'ensemble des moteurs qui permettent de nous mettre en mouvement, l'ensemble des ressources internes qui permettent de nous mettre en mouvement. Parce que, par exemple, vous pouvez être super organisé en vous disant « la semaine prochaine, je vais faire ça, ça, ça ». Si vous n'avez pas la discipline de le faire, rien ne se passe. Donc ça ne sert à rien, en fait, de tout savoir, de tout savoir faire si vous ne le faites pas précisément. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable d'être disciplinée ? Je ne veux pas entendre l'avis de l'armée. mais je pense que même là, on voit qu'il y a des ressources internes qui varient chez chacun. C'est plus naturel pour différentes personnes et surtout, on s'y prend de différentes manières. Donc là-dedans, vous allez retrouver la personnalité. Par exemple, dans les grands traits de personnalité, il va y avoir un élément autour de la conscience de bien faire. On n'est pas tous égaux là-dessus. Et la personnalité se change très difficilement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être conscient que parfois, on va devoir former via des stratégies pédagogiques qui vont toucher des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Et c'est pour ça que tout le monde ne se forme pas de la même manière. De la même manière que vous ne donneriez pas le même médicament à tout malade qui vient vous voir, il est complètement débile de se dire qu'on va former tout le monde de la même manière, parce qu'on a chacun nos propres stratégies pour arriver à un résultat. Moi, c'est ce que j'aime définir comme étant l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à optimiser le chemin entre un objectif et un résultat. C'est ce qu'est l'intelligence. Et après, vous pouvez l'appliquer à tout un tas de sujets. Et donc, si notre enjeu au XXIe siècle, c'est de développer l'intelligence, ça doit être développer la capacité des gens à élaborer et mettre en œuvre des stratégies sur tout un tas de sujets différents. Et ça crée l'agentivité, d'ailleurs. Donc, troisième, je reprends connaissance, cognition, conation. Il nous en manque 2 autres, ensuite, émotion. Ce qui fait que j'ai beau avoir été formé du mieux possible, tout ça, je me retrouve face à Benoît qui est imposant, je me mets à rougir et je perds tous mes moyens. Et bien en fait, là, si vous voulez, ça ne va pas être les autres éléments d'avant. Ça va être vraiment ma physiologie qui va réagir en lien avec tout un tas d'infos de mon limbique qui vont venir altérer ma cognition et mon accès à mes connaissances. Mais parfois, mes émotions vont me transcender et vont faire que je vais être meilleur que je ne l'ai jamais été. J'ai été professionnel de rugby pendant plusieurs années. Cette partie-là, ma gestion émotionnelle, représentait 80% de ma performance. Et en fait, ça m'a pris énormément d'années de coaching, de gestion, pour faire de la mentalisation avant un match. Et suivant mon niveau de mentalisation, ma performance physique était extrêmement différente. Donc le sujet de l'émotion est fondamental. Et encore une fois, dans une formation, on ne travaille pas sur les prérequis motivationnels, on ne travaille pas sur le sujet des émotions, ou alors on le fait dans des formations dédiées aux émotions. Je pense que c'est quelque chose en fait, qui touche à la manière d'apprendre et d'agir, donc ça doit être partout. Dernière dimension, donc après connaissance, cognition, conation, émotion, sensorimotion. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on se met en mouvement, il y a les muscles du visage, notre corps, tout ça, qu'on agit sur le réel. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on travaille le lien entre ce qui se passe là-dedans et la manière dont on le produit dans le réel ? Ça touche strictement tous les sujets. Même un développeur informatique, il doit avoir une excellente coordination œil-main pour faire son boulot.
Donc il y a tout un tas de sujets comme ça, mais ce sont des angles morts très forts. Donc former demain, pour que les gens vivent bien, c'est les former à être capables d'élaborer leur propre stratégie, c'est les former à être capables en fait de mieux vivre, et j'aimerais terminer avec ça, sur ce qu'est le sentiment d'incompétence. Il faut savoir en fait que la seule et unique raison pour laquelle l'être humain ressent du stress et génère l'ensemble des hormones comme le cortisol qui vont déclencher des mécanismes réactifs et protectifs, la seule et unique raison, c'est le sentiment d'incompétence. Sentiment d'incompétence sur 3 niveaux. Soit je ne sais pas agir, soit je ne veux pas agir, soit je ne peux pas agir. Pour les personnes qui connaissent un peu de la psychologie, c'est la manière de voir le sujet selon Guy Leboterf, sur sa définition de la compétence. Et donc le sentiment de compétence, c'est le cumul de ces 3 sujets. Je sais agir, je veux agir, je peux agir. Les 5 dimensions dont on parle là, elles ont pour but en fait de permettre le sentiment de compétence, qui est le prérequis au sentiment d'efficacité personnelle pour se mettre en mouvement et agir sur le réel. Tout ça pour vous dire que si on doit vraiment demain changer ce qu'est la formation, il faut commencer par changer ce qu'est l'ingénierie de la formation. Et sans ça, tout ce qu'on est en train de se dire là, ça restera un sujet d'organisation sur lequel on passera à côté de 80% de ce qui fait une organisation, les humains. Merci beaucoup.